Spider-Man Brand New Day et Shrek 5 révèlent leur bande-annonce. Obsession bat encore des records. Salut à tous, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et jeux vidéo de la semaine. On va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes comme moi. C'est toujours hyper compliqué de gérer son activité et son entreprise, surtout quand vous travaillez avec des clients. On peut se sentir perdu sur des obligations, sur ce qu'on doit facturer correctement, et tout ça quand on n'a pas toujours les outils ou les connaissances. Et c'est là qu'intervient Indy. C'est une solution française de facturation gratuite et 100% conforme à la réforme des facturations électroniques qui arrive là le 1er septembre. Ils ont déjà plus de 300 000 utilisateurs. Ils sont évidemment super bien notés sur Trustpilot. Et je le répète, c'est gratuit. C'est pas une blague. Vraiment gratuit. En résumé, vos factures sont personnalisables à votre image, couleur, logo et plein d'autres choses. Sans quota, vous en envoyez ou recevez autant que vous voulez, avec suivi des paiements et relance en un clic. Se lancer, c'est déjà stressant. Mais si vous ajoutez le fait d'être perdu sur des petits détails techniques, ça devient compliqué. Donc c'est rassurant de ne pas avoir à dépenser de l'argent pour un outil comme ça, c'est-à-dire fiable et qui vous aide pour l'administratif. Indy est fait pour ça. D'ailleurs, ils ne font pas que la facturation, hein. Vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez ouvrir un compte professionnel et même piloter toute votre activité. Et encore une fois, tout ça gratuitement. Et si vous voulez aller plus loin, oui, il y a une offre payante qui permet d'automatiser les déclarations fiscales avec l'avantage que tout est centralisé au même endroit. À titre personnel, je trouve que l'offre gratuite, c'est vraiment un plus. Au pire, vous essayez et vous n'aimez pas. Contrairement à plein de concurrents qui demandent de payer dès le début. Et puis de toute façon, vu qu'il faut être conforme d'ici septembre pour la réforme, utilisez le lien dans la description, alcantar.anglais, afin de profiter d'Indy. On va commencer avec Obsession. En effet, le film bat encore un record. Il a dépassé les 300 millions au box-office international. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'énorme succès que représente ce film. C'est un truc de fou. C'est devenu le 3e film le plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est n'importe quoi. Il a fait 400 fois son budget. Il est actuellement à un budget de 750 000 $. Après, il y aura peut-être des corrections par rapport au budget définitif, mais globalement, ça va être ça. Ensuite, il a rapporté 300 millions, un fois 400 facile. Ça fait donc le 3e plus rentable de l'histoire. Blair Witch étant le 2e, qui avait un budget de 60 000 et qui a remporté 248 millions au box-office, soit x 4133 son budget. Et le roi du monde reste évidemment Paranormal Activity, 15 000 de budget, 193 millions au box-office international, soit x 12 900 son budget. C'est de loin le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Obsession qui arrive 3e dans cette économie aujourd'hui. C'est quand même un truc de fou. Jim Carrey va peut-être revenir en Grinch. Alors ça, c'est assez étonnant, mais le Grinch va revenir chez Ron Howard. Alors Ron Howard, on peut aimer son cinéma ou pas. Je trouve que c'est un yes man assez efficace. Ça dépend des films, encore une fois. Mais Jim Carrey qui revient en Grinch, je trouve ça assez étonnant parce qu'il avait été sous torture, il le disait lui-même, il avait tellement souffert lors du tournage du film, le fait d'avoir 8 heures de maquillage. À la fin du tournage, c'était genre 4 heures de maquillage, mais il n'en pouvait plus. Aujourd'hui, ils vont le faire en CGI, ou alors un costume réaliste qu'ils vont enfiler en moins d'1 heure. Mais je serais assez étonné qu'il revienne dans un rôle comme ça. De toute façon, il fait plus beaucoup de cinéma, il fait que du cinéma familial maintenant pour ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, c'est la vibe Sonic, donc peut-être en Grinch, il va revenir uniquement pour cette raison. À voir, Ron Howard qui fait le Grinch, moi je m'en fous. Et je suis désolé, je dis Grinch à chaque fois, VOVF, je m'embrouille. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Jim Carrey, il avait vraiment une performance de fou à l'époque, il m'avait marqué. Voilà, ça fait partie des films de mon enfance aussi. C'était assez cool de le voir. Maintenant, je sais pas s'il va vraiment revenir et s'il va se donner à fond dans ce genre de projet. En CGI, ça serait peut-être moins intéressant, mais à voir. Jurassic World Dominion est confirmé comme le film le plus cher de l'histoire. Vous posez sûrement la question de pourquoi, comment on sait ça maintenant. En fait, pour faire très simple, il a visiblement dépassé les 658 millions de budget. Voilà, c'est un truc de fou, c'est genre le film de loin le plus cher. Il dépasse le Réveil de la Force et c'est 638 millions. Ça fait quand même 20 millions de plus. Alors pourquoi? En gros, quand vous tournez à Pinewood Studios, donc au Royaume-Uni, vous tournez dans le pays en question. Et le Royaume-Uni vous donne des remboursements ou des crédits d'impôt qui peuvent parfois aller à 25% de votre budget. C'est une manière de vous motiver à venir tourner à Pinewood et de faire marcher l'économie locale. Le truc, c'est que Dominion a été tourné durant le Covid. Tournage en 2020 veut dire que tu es en quarantaine au Royaume-Uni, coincé là-bas, à côté de Pinewood. Donc il faut beaucoup de sécurité pour les acteurs, qui sont quand même des stars. Il faut décaler le tournage de plusieurs mois, donc il faut littéralement payer tout le monde. Le soundstage, donc les décors hein, à Pinewood, il faut payer le personnel, aussi l'équipement que tu as loué en général, et tu as envie de le garder pour toi lorsque le tournage va reprendre, et tu sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Il faut payer tout le staff pour qu'il soit dispo. Bref, c'est des mois et des mois de quarantaine dans des situations
assez compliquées. Aussi dans des situations de luxe pour le casting, genre en Marriott à côté du Pinewood, ça coûte très très cher, une quarantaine de luxe, le staff qu'il faut payer à côté. Bref, apparemment, d'après les fichiers qu'on a sur voilà, les documents officiels du Royaume-Uni, ça a été remboursé à hauteur de 127 millions pour le studio. Donc le film a coûté 658 moins 127 en théorie, mais on compte toujours tout le budget en fait. Même s'il y a des crédits d'impôt et tout, on compte quand même ça dans le budget de production de l'œuvre. Mais alors pourquoi la révélation? C'est qu'en fait, lorsqu'ils font le remboursement, au Royaume-Uni, les fichiers sont publics. Là où aux États-Unis, c'est pas du tout public, c'est vraiment caché, donc on n'a jamais le vrai budget des films aux États-Unis. Sauf quand ils tournent du coup à Londres ou dans d'autres pays où ces documents sont publics. Maintenant, pourquoi est-ce que les studios disent un budget différent? Ils disent 200, 300 millions, 250. Il faut savoir que lorsqu'un budget est annoncé, c'est généralement le budget donné par le studio. Donc c'est vraiment quelqu'un du studio qui dit que ce film va coûter 200 millions. Maintenant, la réalité peut être différente. Et dans ce cas-là, comme dans le cas de Wolverine et Deadpool, comme dans le cas de Le Réveil de la Force, Deadpool et Wolverine, c'était genre 500 millions. Dans ce genre de cas, la réalité est différente, pour plein de raisons différentes. Voilà, les productions qui explosent en budget, les pays qui changent leurs règles. Il peut y avoir 1000 raisons qu'un film explose en termes de budget. Et là, vérité est que quand tu as un studio qui dit que tu as un film qui a rapporté 1 milliard de dollars et que ton budget était de 200 millions, c'est un succès. Maintenant, quand en réalité ton film a coûté 600 millions mais qu'il a rapporté qu'1 milliard, eh bien pour les investisseurs, parce que c'est toujours des boîtes cotées en bourse, pour le marketing, c'est très mauvais. Donc oui, tu as ce mécanisme légal qui révèle la vérité des années après. Quand même, le tournage, c'était il y a 6 ans, le film est sorti il y a quelques années. C'est quand même assez particulier et les gens s'en fichent en réalité déjà que le film est sorti depuis longtemps et qu'au fait le film est pas bien. Mais pour les investisseurs, quand tu as un projet à 600 millions qui rapporte 1 milliard, en réalité c'est un flop. Après il y a d'autres sources de revenus, hein, concernant Jurassic World et ce genre de licences, mais voilà, c'est pour ça qu'on a des révélations comme ça bien plus tard. Il faut que les documents officiels des pays européens en général soient disponibles et ensuite il faut que tout soit calculé pour le remboursement et nous on le sait. Donc oui, Jurassic World 2 millions est techniquement, sans compter l'inflation, le film le plus cher de l'histoire du cinéma du moment qu'on est au courant. Parce qu'il y a peut-être des films qui ont eu des budgets bien plus pharaoniques, mais vu qu'ils ont été tournés dans des pays où les documents sont pas révélés, peut-être on saura jamais. Mais en tout cas, sur ce qu'on sait aujourd'hui, c'est Jurassic World 2 millions, le film le plus cher de l'histoire. Ari Aster va visiblement tourner un prochain film qui est assez fou. Faut savoir que c'est Scarlett Johansson qui est au casting, et visiblement, le film va raconter l'histoire d'un chirurgien ou chirurgienne, on sait pas qui va jouer le rôle, qui lors d'une opération tue, sans faire exprès, son patient. Un personnage, visiblement, à la Jake Paul. La famille en question, qui a perdu donc son frère, son mari, veut se venger. Et cette famille sera inspirée de Logan Paul et d'apparemment Erika Kirk. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce qu'Ari Aster, il a un peu délaissé le cinéma d'horreur pour s'intéresser à la satire américaine. Et on peut ne pas aimer Boys Afraid, on peut ne pas aimer Eddington, mais je trouve que ce sont de super films, je trouve qu'il est hyper inventif, original, je trouve que c'est un super metteur en scène qui a des idées, et ça se voit que c'est le fascisme américain qui l'intéresse, enfin depuis Midsommar, hein. Midsommar c'est un film sur le fascisme aussi, on le voit avec Boys Afraid, avec la société américaine, on le voit avec évidemment Eddington qui est son film le plus politique, mais là si c'est vrai, ça s'inspire de personnes comme ça, de personnages politiques, publics, très trumpiste évidemment, ça peut être fascinant et j'ai très hâte de voir l'approche que va avoir son film qui devrait sortir ou l'année prochaine ou l'année d'après, mais Ari Aster on sera évidemment en salle, qu'il flop ou pas, je suis content qu'il puisse faire des films. Wagner Moura est confirmé en tant que méchant dans le prochain film Ocean, vous savez avec Margot Robbie et Bradley Cooper, il va jouer le méchant. Et je prends. Parce que Wagner Moura, il est génial. Il mérite de prendre son chèque à plusieurs millions là. J'ai trop hâte de le voir dans le projet. Le film Ocean, j'attends de voir qui va le réaliser. Mais ça peut être un film assez intéressant. Davy Chase, l'actrice qui a été connue majoritairement pour faire la voix de Lilo dans Lilo & Stitch, est malheureusement décédée aux États-Unis. C'était dû à des complications en termes de malnutrition. Donc une pensée à elle. Elle a inspiré beaucoup de personnes avec ce rôle marquant à l'époque. Mike Myers annonce Austin Powers 4. Ça va se faire d'après lui. Moi j'aime bien Austin Powers. Franchement, c'est une saga rigolote, parodie de James Bond qui fonctionne plutôt bien. Pourquoi pas? Et je pense que c'est un peu comme les Scary Movie. Voilà, c'est une parodie qui peut faire son retour, s'inspirer des nouveaux films d'espionnage, même si c'est pas un genre qui cartonne aujourd'hui. Il y a beaucoup de films d'espionnage sur les plateformes. Mais c'est vrai que mis à part Bond et Ethan Hunt de Mission Impossible, il n'y a pas beaucoup de licences qui cartonnent dans l'espionnage. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi dans Austin Powers, raconter une comédie qui fonctionne aujourd'hui en 2027, 2028 ou peut-être même plus tard quand le film sortira. Armie Hammer va jouer dans un prochain film, le film de Uwe Boll, hein, que vous connaissez comme l'un des pires réalisateurs de tous les temps. Et le film semble être banni en Allemagne car ça parle de crimes de migrants
Et apparemment, c'est un film très à charge, un film très raciste, un film discriminatoire. Et l'Allemagne a dit non, on n'en veut pas de ce film de merde. Il a été visiblement banni. Je trouve ça assez rigolo de bannir un film parce que ça donne du buzz littéralement au film. Moi, j'en avais rien à foutre de ce film-là. Mais là, je me dis quand même, je suis curieux de voir ce que c'est comme projet. Parce que si c'est un film fondamentalement raciste, parce que Uwe Boll, voilà, on le sait, hein, en Allemagne, dans une Allemagne où l'AfD commence à faire des scores stratosphériques, ça peut être un projet intéressant à voir. Pas à soutenir, hein, mais à voir. Et j'ai hâte de voir dans combien de pays il sera banni, s'il sera banni. Mais bon, Armie Hammer, il a été cancel pour agression, évidemment. Uwe Boll, c'est le pire sort de tous les temps. Voir un film de ces deux-là, ça peut être une expérience sociale assez intéressante, même si évidemment, je ne vais pas soutenir. J'avoue que le fait que le film soit banni, je me demande, mais c'est quoi le genre d'atrocité raciste qu'ils doivent montrer dans ce film? Ça a attisé ma curiosité. Et ça m'énerve, hein, parce que je devrais pas être curieux de ce film-là parce qu'il a été banni, parce que c'est un film raciste, mais en même temps, putain, quelle promo de fou, quoi. Mon film est banni, ne le regardez pas. Ça donne envie de le regarder, je suis désolé, peut-être je suis un enfant, mais c'est comme ça. Mais on va pas le soutenir, ça c'est sûr, mais son existence m'intrigue un petit peu. Anya Taylor-Joy a été confirmée dans la chasse de Gollum. Elle va jouer visiblement un personnage qui s'appelle Seren. Bon, voilà, Anya Taylor-Joy, il a déjà une tête d'elfe, donc c'est parfait, c'est un casting vraiment au poil. Maintenant, est-ce que c'est un film qui m'intéresse? Malheureusement non, mais c'est comme ça, on verra ce que ça donne. L'année prochaine déjà, dans 1 an et demi, le tournage va évidemment commencer bientôt. Record pour le BFI de Londres, l'IMAX de la capitale britannique a vendu plus de 28 000 places pour l'Odyssée de Nolan. C'est booké, vraiment. Si vous voulez voir l'Odyssée à Londres, c'est peut-être même terminé déjà. Il n'y a peut-être aucune place de disponible. Alors au BFI, vous pouvez annuler, vous faire rembourser. Donc il y a peut-être plein de places qui vont être disponibles de nouveau. Mais en 24 heures, ça a vendu 28 000 places. Et il faut savoir que le BFI de Londres, c'est un écran. Voilà, un écran. Donc ils vont diffuser littéralement l'Odyssée pendant des semaines là-bas. Un écran à chaque fois. Et en même temps, il doit avoir quoi, 4-5 séances par jour, vu que c'est un film de 3 heures. Donc c'est un truc de fou à quel point l'engouement pour l'IMAX a explosé. Moi, je vais aller à Bruxelles parce que c'est bon. Maintenant, on peut y aller à Bruxelles. Il y a un IMAX 70 mm. Il y a un écran similaire en taille. Donc le BFI n'a plus vraiment voilà, ce côté unique qu'avait avant Londres et le continent par rapport à cette ville. Parce que c'était quasiment la seule ville à proposer avec Prague un petit peu. Mais Prague, c'était pas pour tous les films ce genre de projection. Maintenant, il y a Montpellier. Maintenant, il y a Bruxelles. Maintenant, il y a Londres. Il y a toujours Prague. On a maintenant 4 écrans en Europe qui le font. Et je trouve ça très très bien. Et je suis très content que l'IMAX cartonne parce que franchement, c'est une expérience, vous allez voir, hein, pour ceux qui vont voir l'Odyssée en IMAX 110 mm, c'est un truc de fou, quoi. C'est une expérience cinéma. Voilà, ça change rien si vous le voyez en mode classique, le film, hein, mais en réalité, c'est quand même assez impressionnant et c'est un truc assez dingue de voir un film dans un format comme il a été pensé, avec un écran titanesque. Hein. Après, l'IMAX 110 mm, vous allez vous dire, mais attendez, on doit regarder des films comme avant? Oui, malheureusement, mais bon, ça reste une expérience rare, c'est une fois par an maximum. Parfois une fois et demie avec des films comme Dune qui sont un peu filmés en 70 mm, enfin pas en 70 mm mais qui sont projetés en 70 mm. Voilà, ça arrive de temps en temps, mais pour une fois, un film par an, y aller dans une séance premium, en faire un petit week-end. Moi, je passe le week-end à Bruxelles, ça fait grave plaisir et c'est vraiment une expérience assez folle. Les Duffer Brothers, qui ont donc scénarisé et créé la série Stranger Things, vont sortir un film pour la Paramount en novembre 2028. Rappelez-vous, hein, ils ont quitté Netflix car Netflix ne voulait pas sortir un film en salle. Netflix perd des talents car ils refusent de sortir des films en salle. Ils ont perdu Zach Rager et plein d'autres réalisateurs. Donc les Duffer Brothers, ils vont aller au cinéma chez Paramount et je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que la saison 5 de Stranger Things, catastrophe, mais les voir au cinéma, ça peut être intéressant et je suis très curieux de voir dans quelle direction ils vont aller. On a quelques bandes annonces avec celle de Hotspot. Hotspot, c'est un film avec Noomi Rapace qui raconte l'histoire d'un monde qui est géré par une IA. Voilà, c'est l'IA qui domine la société, c'est devenu une dictature. Le terme dictature est compliqué, j'imagine, quand on parle d'intelligence artificielle, mais voilà, c'est devenu un monde où il y a des camps, c'est devenu un monde lugubre, un peu à la Mad Max, désertique, horrible, il y a plus rien, l'écologie, c'est au sol, quoi, parce que voilà, forcément, l'IA, ce genre de truc, ça a l'air ok comme film, mais c'est juste pour en parler un petit peu, parce que c'est la nouvelle mode, quoi. Maintenant, l'IA est une menace existentielle, mais à la fois un outil dont les gens ne peuvent pas se séparer, donc il y a de plus en plus de films qui vont en parler. Ça va arriver, c'est une évidence, il y a déjà des films qui le font, mais ils vont tacler tous les genres de l'IA. C'est pas que l'IA n'a pas existé avant, hein. Juste Terminator, mais avant c'était vraiment en mode robot, ça tue des gens et tout. Là c'est plus en mode passif. Regardez ce que l'IA de notre monde à nous peut faire si on la laisse continuer et évoluer comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être assez curieux. Comme le film Hexed, donc c'est le prochain Disney qui a le droit à sa bande-annonce. Il y a plein de gens qui se plaignent, oui mais regardez, tout est cadré au milieu, et le film est fait pour TikTok et tout. C'est une bande-annonce, hein. Attention. Donc quand même, ils ont pris les extraits qui sont faciles à recadrer pour les réseaux sociaux. Ça me choque pas non plus à voir dans le film. Je pense pas que Disney il cadre tout le temps au milieu. C'est pas le cas de leur précédent film.
Je vois pas pourquoi il commencerait maintenant, je pense que c'est juste la bande-annonce. Maintenant, en tant que film, bah oui, ça raconte l'histoire d'une fille qui commence à développer des pouvoirs de sorcière au lycée, donc c'est évidemment, on imagine une allégorie pour la puberté, mais après, elle rejoint un monde de fantasy, et moi, le monde, il m'attire un petit peu. Ça a l'air assez intéressant, j'aime beaucoup l'animation, j'aime bien la DA de ce que j'ai vu pour l'instant. Dans Hext, ça me donne un petit peu envie, juste pour l'univers qu'ils ont créé, pour l'ambiance de la bande-annonce, ça a l'air assez intéressant et j'espère vraiment que l'œuvre sera bien, ça sortira normalement en novembre. Et si on parle de film d'animation, c'est la bande-annonce de Shrek 5 qui a été révélée, je vais mettre un peu comme ça vous voyez plus les images. Alors Shrek 5, vous l'avez compris, c'est l'histoire donc de la famille de Shrek qui va partir à l'aventure. Ils vont avoir plein de mésaventures, ils vont finir en prison, ce genre de choses. L'animation est trop cool, moi j'aime beaucoup la DA, voilà, ils ont remanié un peu Shrek pour donner une ambiance plus 2026 avec une animation un peu différente aussi, contrairement à l'époque. Moi je me plains pas du design de Shrek, je trouve que ça passe, honnêtement. Je vois pas une énorme différence non plus, il y a des gens qui se plaignent sur les réseaux, c'est quoi ce bordel, pourquoi Shrek qui ressemble à ça? Ça me choque pas, honnêtement, moi je trouve ça sincèrement ok. Je vois pas une énorme différence. Alors je la vois, attention à la différence, mais ça m'énerve pas, ça m'agace pas, je m'en fiche un petit peu. En réalité, je vois toujours Shrek, je le reconnais, il a pas vraiment changé ou quoi. Pour moi, c'est genre le même personnage, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et je suis très curieux de voir comment ils vont gérer les enfants. Ça peut être un problème dans le film, ça peut être inintéressant, ça peut être raté. Je suis très curieux de voir c'est quoi l'approche qu'ils vont avoir pour la jeunesse. Je suis aussi un peu inquiet des mèmes. Genre, il y a tellement de mèmes qui sont sortis de Shrek depuis la sortie du dernier film Shrek il y a 15 ans déjà, j'ai l'impression. En fait, j'ai peur qu'ils mettent des mèmes partout. Vous savez, il y a déjà la musique You're an All-Star dans la bande-annonce. J'ai peur qu'ils abusent des mèmes, qu'ils veulent créer d'autres mèmes. En fait, j'ai peur que ce Shrek 5, qui a toujours réagi à la culture populaire, la saga Shrek, attention, réagisse mal à la culture populaire d'aujourd'hui, que ce soit gênant, cringe. Ça peut être très bien, ça peut être même génial, mais j'ai envie qu'il le fasse bien. En tout cas, c'est ça que je veux dire par là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce Shrek, mais je suis un petit peu inquiet. Mais pas par rapport à l'animation, pas par rapport à Shrek, pas par rapport à tout ce que les gens disent sur les réseaux. Moi, c'est plus le côté méta. J'ai un peu peur. Le Shrek postmoderne, vous savez, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Je suis un petit peu inquiet, mais globalement, ça me donne un petit peu envie. Et pour parler maintenant de la grosse bande-annonce, il faut parler de Spider-Man Brand New Day, évidemment. Il faut savoir que la bande-annonce est sortie donc cette semaine. Ils ont battu le record de prévente de ces 5 dernières années. Énorme succès, donc le record était détenu par No Way Home auparavant. Donc déjà, Spider-Man s'annonce comme un succès planétaire. Il va sûrement peut-être même dépasser l'Odyssée qui sort quasiment au même moment. Tom Holland va passer une bonne année, ça c'est clair. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'engouement populaire. Les gens ont envie de le voir, ils ont hâte, les gens ont envie de se déplacer en salle pour le film. Et en vrai, je peux comprendre parce que déjà, visuellement, il y a une grosse inspiration. Sam Raimi, Spider-Man 1 plus précisément. Il y a ce côté un peu pellicule avec les contrastes. Alors, fausse pellicule évidemment, ça a été tourné en numérique, mais un côté vraiment tourné comme à l'époque, fin années 90, début années 2000. Beaucoup de contrastes, beaucoup d'ombre, surtout de nuit. En même temps, bien éclairer les scènes. J'aime bien ça, j'aime bien la vibe qui est en train d'avoir l'œuvre. J'aime bien la manière dont littéralement le MCU est en train de s'adapter à des choses que les gens veulent, donc du cinéma qui a de la gueule, qui a envie d'être du cinéma avant tout. Donc ça m'intéresse, en tout cas ça m'intéresse de voir comment ils vont gérer les visuels, parce que parfois c'est très bien, parfois je suis un petit peu déçu, mais même le concept voilà, de cette crise identitaire, de ce Spider-Man qui devient Man Spider, on a l'impression, ça m'intéresse aussi. Ça fait penser au symbiote, évidemment. D'habitude, quand c'est Spider-Man qui devient fou dans les œuvres cinéma, c'est le symbiote. À voir comment ils vont gérer ça, à voir comment ils vont gérer la solitude. Voilà, il n'y a plus personne, il n'y a plus May Parker, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne, il faut qu'ils se refassent des amis. Moi, je suis un peu déçu qu'ils reprennent MJ et tout, mais bon, ils n'allaient pas faire un film Spider-Man sans Zendaya, c'est juste pas possible en termes de marketing. J'ai envie de voir dans quelle direction ça va aller. L'étoile organique, ça m'intéresse. Est-ce qu'ils vont faire des références encore plus au Sam Raimi? Est-ce qu'il va devenir monstrueux? Est-ce qu'ils vont assumer le côté vraiment, il devient méchant? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont le faire un peu à la Hulk, comme ils sont en train de dresser des parallèles? J'ai vraiment hâte, au fait. Je me pose plein de questions sur l'œuvre. En fait, l'œuvre, et la bande-annonce plus précisément, m'intrigue au point où je me dis, j'ai envie de voir ce que ça donne dans un film qui a un petit peu de la gueule. Alors, pas toujours, évidemment. Il y a des séquences en CGI un peu discutables, on ressent le fond vert, mais encore une fois, c'est YouTube. C'est la compression. Ce genre de scène au cinéma, normalement, ça va bien passer. C'est pas les pires séquences que j'ai vues dans des films, ça passe pas. Là, je pense que ça va passer pour le coup, vu les visuels, vu la gueule de la séquence. Je pense que ça ira de ce point de vue-là. En intérieur, c'est pas mal du tout. Encore une fois, ça, ils auraient pu l'éclairer d'une manière horrible, cette séquence-là.
Mais au final, ça va. Il y a de l'ombre là où il faut, il y a une bonne source de lumière. Ils ont pris un vrai chef-op, en fait, pour faire le film. Ils ont pris un réalisateur qui a du talent aussi. Donc en vrai, moi, ça me botte, quoi. Ça a l'air vraiment bien de ce point de vue-là. Alors oui, ils cachent un peu mal des personnages comme Jean Grey. C'est sûr que Sadie Sink joue Jean Grey. C'est sûr que c'est l'une des antagonistes, si c'est pas Mister Négatif, qui a l'air d'être caché aussi dans la bande-annonce. Mais j'aime bien cette idée-là, en fait, d'avoir un Punisher qui a l'air... je sais pas si lui est immunisé ou si justement il sera victime et Spider-Man devra l'aider. Il a l'air d'être pas du tout immunisé et Spider va devoir s'en sortir tout seul dans la ville, mais c'est un peu la thématique, quoi. Spider-Man est seul à New York, il doit trouver une solution, il doit s'en sortir. Justement, il est à un stade où tout le monde est un peu figé dans le temps, il est seul. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est voir comment ils vont gérer ça. Il y a des scènes de voltige plutôt bien faites. Celle-ci, en bas de la rue, a l'air vraiment bien. Encore une fois, c'est une question de vitesse, la manière dont c'est filmé, la manière dont, justement, lui contraste avec les décors. Faut qu'il appartienne au décor. Les séquences, vraiment, il est dans les airs. On dirait qu'il est pas dans les airs. Celle-ci, on dirait vraiment qu'il aura du sol. Et ça m'étonnerait pas que ce soit une séquence tournée avec une grue et un cascadeur qui fait la séquence. Et ça se ressent un petit peu aussi. Bon, après, l'histoire de couple, j'ai toujours un petit peu du mal parce que je pense que ça peut être un peu ringard. Je pense que ça peut être un peu inintéressant. Et on va retourner dans la boucle par rapport à MJ. Et ça risque de me décevoir. Mais en tout cas, cette quête de rite initiatique de lui qui doit se retrouver par rapport à sa personnalité, par rapport aux autres personnes autour de lui, j'espère que ça sera bien. J'espère que ça sera vraiment un cœur émotionnel de l'œuvre. C'est pas pour rien qu'il y a des plans sur le reflet, lui en mode noir. Bah oui, parce qu'il a les yeux noirs et dans le reflet il est noir. Bah symbolise voilà le côté obscur un petit peu du gars. Il y a Hulk évidemment dans le film. Encore une fois, bah, c'est la dualité de deux personnes dans la tête de Hulk. Ça a toujours été comme ça. Il y a des séquences LED, hein, celle-ci, encore une fois. La voltige dans les airs, ça a l'air assez bancal. Je pense que c'est pas moche visuellement pour l'instant, mais on ressent vraiment la différence entre les acteurs et le décor. En tout cas sur YouTube, à voir comment ça va donner dans la vraie vie. Mais quand c'est lui qui tombe, c'est la même chose, quoi. C'est pas qu'avec MJ, c'est pas que lui en costume. Il y a un côté évidemment en Spider-Verse, mais ça rend pas très très bien de ce point de vue-là. Mais l'éclairage est cool, quoi. Il y a des vraies lumières dans la rue. On ressent vraiment les sources taper sur son visage. Lui qui plonge, la lumière qui change aussi. En théorie, c'est la moindre des choses, mais bon, c'est Marvel, donc on n'est plus du tout habitué à voir un truc qui ressemble à un film, quoi. Je suis aussi curieux de voir la direction avec ce fameux symbiote, entre guillemets, ce fameux côté obscur, voir s'il n'y a pas trop d'ennemis dans le film, il faut pas qu'il tombe dans les travers de Spider-Man 3, voir si le contrat avec Sony, vous savez, l'obligation d'avoir des personnages de Marvel, genre Punisher, Hulk, pour autoriser le film, soit pas aussi un frein à l'œuvre. À voir. Franchement, c'est un film qui m'intrigue, il a l'air pas trop mal pour le coup. Je me demande si vraiment ils vont tacler comme il faut la solitude, s'ils vont en parler convenablement. Je suis curieux aussi de voir c'est quoi la force des toiles d'araignée, parce qu'on voit quand même Hulk qui a l'air emprisonné dans ses toiles. Il y a plein de choses qui ont l'air cool, honnêtement. Ça donne envie, ça a l'air d'être un blockbuster généreux, fun. Il y a l'air d'avoir vraiment l'ambiance Spider-Man avec lui qui fait ses étirements face à la police. À la fin, ils ont l'air d'avoir vraiment capté l'ambiance et j'ai hâte de voir le projet. Franchement, ça a l'air bien. Voilà, ça a l'air bien, ça a l'air d'être un bon film, bien fait, divertissant. J'aime pas les gens qui disent que John Watts est un criminel, même si je suis le premier à le dire. Faut savoir qu'avant Marvel, ils autorisaient rien, quoi, par rapport au réal. Alors oui, John Watts, il a fait n'importe quoi, hein, mais c'est vrai que c'est surtout Marvel derrière qui a dit à John Watts de faire n'importe quoi. Et moi, je déteste pas la trilogie de John Watts, pour le coup. Je trouve qu'il y a des films qui sont vraiment sympas. Il n'y a pas une purge. Je trouve que dans les trois films, c'est quoi? C'est Homecoming, je sais plus c'est quoi le deuxième, la Far From Home et No Way Home. Je trouve que c'est des films qui restent sympathiques, en réalité. Ça se regarde bien, c'est divertissant. Il y a des problèmes, hein, mais il reste vraiment sympa. Là, celui-ci, là, vraiment bien aussi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être et si ça va être bien. Mais je pense que ça peut être vraiment très divertissant. Fallout saison 3 a rajouté des gens à son casting. Manny Jacinto, je suis très content parce que depuis la série Star Wars, la The Acolyte, je pense qu'il méritait vraiment d'avoir un nouveau rôle dans une série. J'espère qu'il aura un rôle important parce que ça peut lui coller bien. Il a fait The Good Place où il était très drôle. Donc là, Fallout, s'il a un rôle un peu action-comédie, ça peut être top. Et Thomasine McKenzie, pareil, c'est une super actrice. Fallout 3, ça a l'air bien aussi. J'ai bien aimé la première, deuxième saison. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vince Gilligan a dit qu'il a écrit la moitié de Pluribus saison 2. C'est ça le vrai problème, c'est que Vince Gilligan, il a annoncé que 6 mois après la fin de la diffusion de la première saison, Pluribus a été écrit à moitié. Et moi, j'ai envie de faire un petit coup de gueule par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à une époque, Vince Gilligan, il écrivait 13 épisodes de Breaking Bad par an. Et quand je dis il écrivait, c'est qu'il écrivait, tournait et post-produisait une saison par an sans problème de 13 épisodes. Je comprends que Pluribus, c'est à gros budget. Je comprends que c'est peut-être plus fin à écrire vu les concepts de SF et tout. Mais être à la moitié 6 mois après, en sachant que peut-être le tournage va commencer en 2027 et la saison sortira peut-être fin 2027, attendre 2 ans pour une saison, franchement, j'en ai un peu ras le cul, quoi. Et surtout que Pluribus, alors oui, c'est cher et tout, bien sûr, parce qu'il y a des vrais trucs à faire dans Pluribus. Mais bordel, c'est quand même limite un personnage quasiment seul dans une baraque. Il y a des grosses séquences, attention, mais ça me fait chier, quoi.
Ça me fait chier d'attendre 2 ans pour Pluribus. J'adore Pluribus, hein. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries de ces dernières années. C'est brillant, c'est intelligent, c'est vraiment bien filmé. C'est génial, Pluribus. J'aime Pluribus, j'adore. Hein. Mais 2 ans, quoi, à chaque fois, 2 ans pour ça, mais bordel! C'est l'une des seules séries Apple, d'ailleurs, qui met autant de temps à sortir. Les autres séries Apple, elles sortent genre une fois par an, quasiment sans problème. Là, Vince Gilligan, waouh, mec! Et le pire, vous allez me dire, oui, mais au fait, c'est dur de scénariser, d'accord, mais en fait, il est scénariste que de 2 épisodes dans la saison 1. Évidemment, il est showrunner, du coup, il supervise tout, bien sûr. Mais dans Breaking Bad, il était aussi scénariste de 2-3 épisodes par saison, en fait. Il était aussi showrunner. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'excuse, mais il y a un moment, ça me fait chier. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ça me fait chier d'attendre 2 ans à chaque fois pour une nouvelle saison. Et c'est 2 ans minimum. Là, Pluribus, c'est pas avant fin 2027 normalement. Sauf si d'un coup, il arrive à tout écrire là. Il commence le tournage en octobre. Mais vas-y, ils vont commencer début 2027 le tournage. Ça va sortir en fin d'année si on a de la chance, avec des effets spéciaux et tout, ça va prendre du temps. Ça me fait un peu chier. Voilà, c'est juste ça, ça me fait un peu chier. J'en ai un peu marre des séries comme ça. Surtout une série comme Pluribus encore, House of Dragon. Vas-y, je comprends, tu vois. Mais là, Pluribus, ouah, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Bref, peu importe. À voir ce que ça va donner. J'ai quand même hâte de voir la série, mais ça me fait quand même chier d'entendre ce genre de nouvelles. Peut-être que je suis un peu égoïste. Je suis un peu trop le gamin qui veut son jouet tout de suite. Mais ça me fait chier. Voilà, moi je dis, ça me fait chier. GTA 6 a montré son affiche officielle. Les précommandes vont débuter là le 25 juin. Bon, on sait tous que ça va battre les records de précommande dans le monde entier. Sans aucun problème. Ça sera un record planétaire pour toute œuvre culturelle. Jamais aucune œuvre ne sera autant précommandée de l'histoire. Cette jaquette-là, bah, il tue. Honnêtement, il donne grave envie, encore une fois, d'être à Miami, de vivre le jeu vidéo, d'être à fond dedans. Je me suis acheté une PS5 Pro juste pour ça. Le 19 novembre, ça sera un jour de pause internationale, hein, de congé. Tout le monde va y jouer. Je pense qu'il y aura vraiment un truc assez fort par rapport à ça. Je pense que tout le monde a envie d'y être. Ça donne envie. Là, ils vont commencer un marketing du feu de Dieu, alors qu'ils n'ont pas besoin. Hein. Ils n'ont pas besoin de marketing. Mais ils vont commencer un marketing du feu de Dieu tout l'été. Ça va créer mais quelque chose de dingue. J'ai toujours hâte de voir du gameplay. On n'a toujours pas vu de gameplay. Je trouve que c'est pas normal. Mais là, ils vont en montrer. Ils vont révéler pas mal de choses. Ça va être un été GTA 6 assez dingue. On va se taper cette jaquette pendant 20 ans parce qu'il n'y aura pas d'autres GTA, peut-être de l'histoire, on sait pas, ou peut-être dans 20 ans ou 25 ans. Mais en tout cas, on s'est tapé le GTA 5 pendant 13 ans. Là, ça va prendre encore du temps. Ça va être tellement un phénomène, ça va être tellement un jeu marquant pour une génération entière. Ça va être culturellement le zeitgeist, quoi. Tout le monde va parler de ça. Ça sera pendant quelques semaines le phénomène, mais vraiment international. Et je sais pas quelle autre œuvre culturelle va générer autant de bruit, va autant faire parler, ça sera vraiment quelque chose de fou, il y aura des scores de malades, Rockstar, ils vont se faire du blé, mais à l'infini. J'ai hâte de voir ça, j'espère que le jeu sera bien, je pense qu'il sera bien tout de même, hein, mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire ce jeu, comment ils vont faire le marketing, ça va être un truc de fou, on va, je pense, se régaler avec ça, j'ai très très hâte. Voilà, c'était la vidéo actualité de cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de tester Indie. Si vous lancez votre entreprise ou si vous cherchez un logiciel de facturation électronique conforme et surtout gratuit, le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Foncez. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch où je crée du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.